Il existe deux types de cellules, les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Vous vous souvenez, les prokaryotes sans noyau et les eucaryotes avec noyau. Donc celles qui sont sans noyau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ADN, c'est simplement que l'ADN flotte dans le cytoplasme. Les prokaryotes sont parmi évidemment les premières cellules, types de cellules qui sont apparues sur Terre il y a un peu plus de 3,5 milliards d'années, et ce sont que des organismes unicellulaires comme les bactéries et les archées. Les eucaryotes, ce sont tous les autres règnes, domaine eucarya. Et là, on a évidemment les unicellulaires comme les protistes, mais aussi les pluricellulaires comme les plantes, la plupart des plantes et la plupart des animaux. Les virus sont à la frontière du vivant, puisque même s'ils ont parfois de l'ADN, souvent de l'ARN, toujours de l'ARN, ils ont besoin d'un hôte pour se reproduire, ils ne sont pas autonomes. Avant de passer en détail les composants de la cellule, qu'on appelle aussi des organites, regardons un peu le schéma d'une cellule animale. Vous avez différents termes que l'on va détailler ensemble tout à l'heure, qui composent la cellule et qui lui permettent de travailler correctement, à la fois dans son fonctionnement à chaque instant, mais aussi dans sa reproduction et sa réparation. Alors, si on regarde pour les eucaryotes, dans le noyau, l'ADN sert de patrimoine génétique, c'est un peu le coffre-fort, la mémoire de l'espèce, on va dire, et de l'individu, mais aussi à son fonctionnement. Il ne faut pas oublier que tout le métabolisme, les réactions chimiques, tout cet ensemble, il y en a des milliers de réactions chimiques dans une cellule pour consommer des déchets, pour fabriquer des nouvelles molécules, on appelle ça le métabolisme. Donc le métabolisme, on le connaît pour nous, organismes, êtres humains, mais aussi au niveau cellulaire. Tout d'abord, il existe des organites, qui s'occupent de la synthèse, la fabrication et du transport des protéines et des acides gras ou des lipides. Tout d'abord, il y a le réticulum endoplasmique, qu'on résume souvent par RE. C'est un réseau de tubes et de sacs aplatis qu'on reconnaît sur les schémas de la cellule et qui est le siège de la synthèse des protéines et des lipides. À la surface du réticulum endoplasmique, il y a des ribosomes. Ce sont des tout petits grains qui récoltent les acides aminés du cytoplasme et qui les joignent pour former des colliers, pour former ce qu'on appelle les protéines. On avait vu la semaine passée que les acides aminés étaient les constituants des protéines. Autre organite, il y a des vésicules qu'on peut comparer à des poches qui transportent les protéines une fois qu'elles ont été fabriquées à la surface du réticulum par les ribosomes. Il y a des vésicules qui transportent les protéines au travers du cytoplasme en passant notamment par l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, c'est un peu l'organite qui va diriger les différentes protéines, soit à un endroit précis de la cellule, soit vers la membrane pour que la protéine soit expulsée de la cellule. Vous vous souvenez qu'il y a des canaux transmembranaires à la surface de la membrane qui permettent les échanges de molécules entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Il y a aussi d'autres vésicules spécialisées qu'on appelle des lysosomes. Elles contiennent des enzymes qui décomposent les grosses molécules, les sucres, les protéines, les graisses, et par exemple qui servent à la digestion, si on peut dire, des déchets. Il y a aussi des vacuoles, ce sont des poches qui, elles, stockent les aliments, les nutriments, l'eau, les sels minéraux ou les déchets. Donc lysosome, c'est pour décomposer les grosses molécules qui va donc permettre d'avoir des petites molécules utilisables par la cellule. Et puis les vacuoles servent plutôt de stockage. Pour produire l'énergie dont la cellule a besoin pour fonctionner, pour se reproduire, pour se réparer et pour grandir, pour produire cette énergie, il existe des organites spécialisés, ce sont les mitochondries. Les mitochondries hébergent un processus chimique, évidemment que vous connaissez, qui est très important, c'est la respiration cellulaire.
La respiration cellulaire est un processus chimique qui consomme de l'oxygène et du sucre, du glucose, pour synthétiser du dioxyde de carbone, mais aussi de l'ATP, adénosine triphosphate. C'est, si on peut dire, le carburant de la cellule. C'est la dégradation de l'ATP qui dégage de l'énergie. Quelles sont les différences entre les cellules animales et végétales? Visuellement, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit dans une cellule végétale qu'on ne voit pas dans une cellule animale? La paroi cellulosique qui existe dans les cellules végétales, comme elles n'ont pas d'ossature pour qu'elles puissent s'élever dans le ciel, les plantes, elles ont besoin d'une rigidité. Cette rigidité est conférée essentiellement par la paroi cellulosique qui entoure chacune des cellules. Chez les végétaux, il y a une paroi cellulosique et des chloroplastes qu'il n'y a pas dans les cellules animales. Ces chloroplastes, c'est ce qui donne la couleur verte aux plantes. Ces chloroplastes utilisent l'énergie lumineuse pour fabriquer des sucres qui seront ensuite utilisés par les mitochondries dans le cadre de la respiration cellulaire pour fabriquer l'ATP. Donc la respiration cellulaire chez les plantes est identique à la respiration cellulaire chez les animaux. La différence, c'est que les plantes peuvent en plus faire de la photosynthèse grâce aux chloroplastes. La photosynthèse, c'est utiliser l'énergie lumineuse pour dégrader le CO2 et fabriquer de l'oxygène qui, lui, est nécessaire à la respiration cellulaire. Autre organite, le cytosquelette. Qu'est-ce que c'est? C'est un système de soutien, de rigidification qui est dans le cytoplasme, on peut dire dans à peu près toute la cellule, qui assure à la cellule sa forme, parce qu'autrement les cellules seraient juste des bulles, comme des bulles de savon sans forme. Ça assure la forme et aussi la position des organites à l'intérieur de la cellule. Tout à l'heure, on a vu que certains réticulums endoplasmiques étaient proches du noyau, d'autres proches de la membrane. C'est le cytosquelette qui positionne les organites au bon endroit. C'est aussi quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire qui peut opérer des déformations à la cellule, voire même qui permet à des cellules de bouger. Par exemple, il y a certaines cellules de l'immunité qui peuvent se déplacer entre les cellules pour aller attaquer les corps étrangers. Alors ce cytosquelette est constitué de filaments protéiques. Une fois de plus, comme vous le voyez, les protéines servent à beaucoup de choses. Et il existe en gros deux types de filaments, les microtubules et les filaments d'actine. L'actine compose essentiellement les muscles. Tout d'abord, les microtubules contiennent une protéine qui s'appelle la tubuline. Ces microtubules peuvent s'allonger ou se raccourcir selon l'empilement de cette protéine, la tubuline, à l'un ou l'autre de ses bouts, de ses extrémités. C'est ça qui permet de reformer, déformer rapidement une cellule, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ces microtubules rayonnent du centre de la cellule, c'est-à-dire près du noyau, généralement, vers la membrane, en rayon. Ça sert donc d'échafaudage pour placer les organites aux différents endroits de la cellule, les avoir plus ou moins au centre, en haut à droite, en bas à gauche, etc. Et puis ça définit aussi le trajet des vésicules. Vous vous souvenez tout à l'heure, les vésicules, des petits organites qui transportent par exemple des protéines. Eh bien, ces vésicules suivent un peu comme sur des rails ces microtubules. Deuxième structure du microsquelette, les filaments d'actine, eux peuvent s'étirer un peu comme les microtubules ou se raccourcir comme les microtubules. Ce sont par exemple les cellules de la peau, les filaments d'actine qui permettent aux cellules de la peau de se déplacer en cas de cicatrisation.